Alors les frères, honnêtement, avant chaque CAN, depuis très longtemps, à chaque fois, je me dis, faut surtout pas que je m'enflamme. Avant chaque CAN, je me dis, malgré peut-être le fait que le Maroc a des bons résultats, faut que je garde les pieds sur terre, il faut pas que je commence à m'enflammer et me dire, ah ouais, non, franchement, cette équipe du Maroc, elle commence à vendre du rêve, etc. Mais là, quand tu vois ce que fait le Maroc actuellement, quand tu vois le Maroc sur ces deux derniers rassemblements, ça va être difficile de pas s'enflammer. Ça va être très difficile de pas s'enflammer, même pour moi, je vous dis la vérité. Alors bien sûr, il y a certaines choses qui font que, voilà, t'es un petit peu inquiet sur certains aspects et donc ça te permet de garder un petit peu les pieds sur terre. Mais globalement, les gars, quand on fait le bilan, quand on fait le bilan des derniers matchs du Maroc, franchement, on voit des très bonnes choses. On voit des choses exceptionnelles. Gagner sur les 4 matchs, un match 5-0, un match 4-0, un match 5-1, un match 7-1, minimum 4 buts sur les 4 derniers matchs, c'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si on s'en rend compte. Minimum 4 buts. Et minimum 5 buts sur les 3 derniers matchs. Les gars, c'est trop. C'est trop, les frères. C'est effrayant. Bien sûr que t'as envie de t'enflammer, t'as envie de te dire, ah ouais, quand même, ça a l'air pas mal. Tu vas tout détruire à la CAN que tu vas accueillir chez toi à domicile en plus de ça. T'as toutes les raisons, encore une fois, de t'enflammer. Mais voilà, il faut quand même garder les pieds sur terre. Je pense que bien sûr, quand on voit encore certains aspects où le Maroc a encore besoin de beaucoup de travail, c'est ce qui nous permet un petit peu de relativiser. Et je pense que c'est important de relativiser, que ce soit pour les supporters, mais surtout pour les joueurs. Parce que vous imaginez, si là, les joueurs, comme je vous dis, d'ici la CAN, si à chaque fois tu fais les rassemblements, tu gagnes contre tout le monde, 7-0, 5-0, 4-0, à chaque fois que tu affrontes un adversaire, à chaque fois tu arrives à le taper sur un score très large, quand tu vas arriver à la CAN, tu vas arriver avec une tête comme ça, tu auras l'impression que rien ne pourra t'arriver, et c'est là où on sait très bien, c'est là où le Maroc peut tomber à tout moment. C'est là où le Maroc peut chuter à tout moment, les gars, on le sait très bien, les gars. On le répétera jamais assez, l'ennemi du Maroc, l'ennemi numéro 1 du Maroc, c'est le Marocain lui-même. On le sait, les gars. On va pas revenir sur tous ces matchs-là où le Maroc a perdu ce match. Pas parce que l'adversaire a gagné, mais parce que le Maroc lui-même a perdu. Le match contre le Bénin, le match contre l'Iran à la Coupe du Monde en 2018, même contre l'Afrique du Sud aussi, il y a un petit peu de ça, même si l'Afrique du Sud vraiment a été bon aussi, faut pas non plus retirer ça, mais bref. Voilà, c'est ce genre de choses aussi qu'il faut prendre en compte. Après, même si c'est vrai que dans l'animation offensive, ça manque encore un petit peu d'automatisme, on va pas se mentir, les gars. On sait que cette équipe-là actuelle, qui commence à se construire, qui commence un petit peu à se dessiner, avec le milieu de terrain actuel, etc., avec cette attaque qu'on est en train de voir petit à petit, c'est seulement en train de se dessiner, et là maintenant, il faut que ces joueurs-là enchaînent les matchs les uns après les autres. Il faut que maintenant ils s'habituent à jouer ensemble, parce que bien sûr, là actuellement, voilà, faut quand même relativiser par rapport à une chose qui est importante, un élément qui est ultra important, c'est les adversaires que tu as affrontés. Alors encore une fois, les scores ils sont très flatteurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut quand même se rendre compte que la plupart des buts viennent soit sur un coup de pied arrêté, soit sur une situation individuelle. Une action individuelle, un exploit individuel. Et ce genre d'exploit individuel, les exploits certains buts qu'a pu mettre Brahim Diaz, le but qu'a pu mettre Saïbari, certains buts comme ça, enfin, même les 2 buts qu'a mis Saïbari d'ailleurs, certains buts comme ça, bien sûr qu'à la CAN, contre l'Afrique du Sud, contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre la Côte d'Ivoire, tout ce genre d'équipe, bien sûr que c'est plus compliqué que contre le Lesotho, que contre le Gabon, faut être honnête par rapport à ça, tout comme les coups de pied arrêtés et les corners. Alors bien sûr qu'il y a un travail qui est vraiment fait, et on le constate vraiment, quand on sait que Regragui a parlé d'un entraîneur spécialisé dans les coups de pied arrêtés qu'il a ramené, on le voit. On l'a vu contre le Gabon, on l'a revu contre le Lesotho, mais c'est sûr et certain que tu n'auras pas aussi facile sur les coups de pied arrêtés contre les grosses nations africaines. Ça, faut être honnête par rapport à ça aussi. Mais voilà, malgré tout, ça montre qu'il y a des choses positives, ça montre qu'il y a des choses qui progressent. Quand on connaît justement déjà pour commencer la difficulté qu'avait le Maroc sur les coups de pied arrêtés, surtout les coups de pied arrêtés défensifs, mais aussi sur les coups de pied arrêtés offensifs, ben là quand on voit justement que tu arrives à être autant efficace sur les corners offensifs, c'est une très bonne chose. Quand on voit justement beaucoup de joueurs et un problème justement qui a été là pendant très longtemps dans cette équipe du Maroc, avec certains joueurs qui, individuellement, je parle rien sur l'aspect individuel, le fait déjà de voir des joueurs qui performent, qui sont capables de te faire des différences individuelles, déjà c'est une très bonne chose. Parce que si on revient à quelques années d'ici, certains joueurs qui performaient en club, une fois qu'ils arrivent en sélection, c'était fini, il n'y avait plus rien. Donc là, c'est bien beau, voilà, on se dit, ouais, Brahim Diaz, il est en forme, Saïbari, il est en forme, Saïbari fait des bonnes choses, Brahim Diaz fait des bonnes choses, etc. C'est vrai. Mais la vérité, c'est que ce genre de joueurs, il y a quelques années d'ici, des joueurs pouvaient être performants en club, mais une fois qu'ils arrivent en sélection, il n'y avait plus rien du tout. Et pour le même prix, ça aurait pu être le cas actuellement aussi. Et là, on peut même dire que certains joueurs qui ne performent pas systématiquement en club,
ben, une fois qu'ils arrivent en sélection, ils sont tout aussi bons. Et c'est le cas par exemple d'Ounahi, par exemple, et de plein d'autres joueurs comme ça. Mais là, l'avantage vraiment de voir la régularité entre les performances des joueurs en club et les performances des joueurs en équipe nationale, et je peux aussi citer un Ben Seguir par exemple qui a été encore une fois très bon hier, ben voilà, le fait de le voir aussi bon en club qu'en sélection, c'est une très bonne chose, et ça c'est quelque chose vraiment qui va être hyper important. Si tu auras l'occasion de voir justement des Brahim Diaz, des Ben Seguir, des Saïbari et ces joueurs-là performants à ce point-là justement en équipe nationale, vraiment déjà, c'est une grande partie du travail qui a déjà été accompli. Il manquera plus que ces petits automatismes, comme je vous dis, voilà, ces joueurs-là qui individuellement sont excellents, mais qui puissent s'habituer à jouer ensemble, qui puissent s'habituer à avoir des automatismes entre eux, qui puissent voilà, vraiment faire des vraies différences sur des circuits de passe, etc. Parce que voilà, c'est ce qui manque encore un petit peu. Ça commence à arriver, comme je vous dis, avec des situations où quand on voit certains joueurs, par exemple, qui sont capables de se rendre disponibles, et je parlais de Brahim Diaz dans le dernier débrief, qui a cette capacité à pouvoir se rendre disponible très facilement, qui a une intelligence de jeu sans ballon qui est exceptionnelle, qui a vraiment cette capacité de mettre à l'aise ses coéquipiers pour qu'ils puissent le trouver facilement, bien sûr que c'est positif. Mais maintenant, ça doit être généralisé sur toute l'équipe. Sur toute l'équipe, on doit vraiment voir ces automatismes qui sont vraiment en place. Parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là, comme je vous dis. Après, chose importante, c'est quand on voit aussi un poste qui posait problème pendant longtemps, quand on voit justement le poste de numéro 9, sur lequel on avait beaucoup de doutes pendant très longtemps, on ne savait pas qui... Mais là, aujourd'hui, quand on voit les performances de Rahimi dernièrement, on peut qu'être satisfait. Là, tu n'as plus seulement les milieux de terrain, tu n'as plus seulement les ailiers, etc. Tu as aussi un numéro 9 qui est présent. Tu as un Rahimi qui, est, comme je vous dis, est exceptionnel. Et pour moi, comme je vous dis, Rahimi, clairement, pour moi, il est largement au-dessus de la concurrence entre Nessiri et El Kabi. Il a montré vraiment une tendance à être très complet. Encore une fois, je ne vous ai pas dans le dernier débrief sur sa capacité à pouvoir être présent à la finition, son jeu de tête, sa participation au jeu, sa qualité technique qui est vraiment au-dessus du lot par rapport à, comme je vous dis, le reste des numéros 9. C'est déjà très bien. Et qu'en plus de ça, tu sais que les remplaçants, avoir déjà... Parce que vous savez très bien, j'ai souvent critiqué Nessiri, mais avoir Nessiri sur le banc, c'est pas un négligé du tout. Un Nessiri en fin de match pour rentrer, pour mettre des ballons de la tête, que tu sois mené au score, ou même que tu mènes au score, c'est toujours bien, bien sûr. C'est toujours bien, c'est comme ça qu'il a marqué d'ailleurs sur le dernier match. Sur l'avant-dernier match plutôt. Et ça, c'est très important, les frères, je vous dis la vérité. C'est très important de voir justement un Nessiri. C'est là où pour moi je veux le voir. Sur le banc, rentrer en cours de match, et c'est là où, personnellement, je vous dis, il peut faire très mal. Et sinon, au-delà de ça, on parle de l'attaque, on parle de l'aspect offensif, mais même au poste de latéral gauche, il faut dire la vérité, les frères. Aujourd'hui, au poste de latéral gauche, qui est ce poste qui posait problème pendant longtemps à cette équipe nationale, mais t'as un Mazraoui qui est de plus en plus à l'aise à ce poste-là, qui joue même avec United à ce poste-là, et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle du tout, les frères. Le fait que, même en club, il s'habitue un petit peu à jouer au poste de latéral gauche, c'est très bien. C'est ce qui a permis, justement, pendant un moment, de mettre à l'aise Hakimi aussi à ce niveau-là et à ce poste-là. Et je pense que pour Mazraoui, qui en plus a, je trouve, une plus grande polyvalence, une plus grande capacité à s'adapter qu'Hakimi, je pense que vraiment, ça peut être vraiment une bonne chose. On le voit, en équipe nationale, il est très performant, il est ultra régulier. Et pour moi, vraiment, il est vraiment intéressant à ce poste-là. Et en plus de ça, t'as au pire des cas, voilà, t'as Adjatala. Bon, maintenant, Adjatala, ça fait un petit moment qu'on le voit plus trop à l'œuvre. Mais tu sais que, voilà, dans tous les cas, il peut être présent. Quand on sait qu'il y a même Aznou, qui même s'il manque encore un petit peu d'expérience, on voit que sur certaines choses, il prend forcément des mauvaises décisions, etc. Mais d'ici la CAN, je pense qu'on a encore un an d'ici là. Si à chaque match, comme je disais sur mon dernier débrief aussi, si à chaque match, tu le fais rentrer 30 minutes, 45 minutes, si à chaque fois tu lui donnes un petit peu de temps de jeu, et qu'il arrive à s'acclimater à cette équipe, qu'il arrive à s'acclimater au football, le football africain, mais je pense que ça pourra vraiment être une réelle doublure pour Mazraoui, je vous dis la vérité les gars. Donc ça c'est, encore une fois, quelque chose de positif. Après, bien sûr que là où je pense qu'il y a encore cette interrogation, et ça, faut dire la vérité les frères, ça reste sur la défense centrale. Ça reste carrément sur la défense centrale où, personnellement, autant il y en a beaucoup, voilà, grand bien vous fasse, mais vous avez l'air rassuré par la charnière Aguerd-Herkes. Moi, j'espère vraiment que Shadi Riyad reviendra de blessure, ou j'espère qu'on trouvera une alternative
à Chadi Riyad, une vraie alternative à Chadi Riyad d'ici la CAN. Parce que pour moi, Halkas, les gars, je vous le redis, les frères. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, je m'acharne sur lui. Il y en a, ils vont me dire que j'abuse, que voilà, j'en parle beaucoup. Mais si j'en parle beaucoup, c'est parce qu'actuellement, c'est la seule faiblesse de cette équipe nationale. Vous voulez quoi? Vous voulez que je critique Brahim Diaz? Vous voulez que je critique Ben Seguir ou Non, bien sûr que là où justement il y a un peu plus d'incertitude, ou là où il y a vraiment un point d'interrogation, c'est sur lui. C'est sur Halkas, ça aurait pu tomber sur n'importe qui, mais c'est en tout cas, c'est sur ce défenseur central qui est à côté d'Aguerd. Et aujourd'hui, les frères, je vous le dis et je vous le répète, ce joueur n'est pas rassurant. Ce joueur est très très inquiétant. Alors, il y en a, mais c'est marrant parce qu'il y en a, ils vont me sortir encore une fois les notes du joueur. Les notes du joueur sur les 4 matchs qu'il a pu faire avec le Maroc. Ouais, regarde, sur telle application, il a eu 7 sur 10, il a eu 8 sur 10, il a eu 10 sur 10. Je m'en fous complètement de la note du joueur. Moi, ce que je vous dis, bien sûr qu'il a, encore une fois, je dis pas qu'il a fait des matchs éclatés sur les 4 matchs qu'il a pu jouer. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, encore heureux, t'imagines s'il a été très mauvais, s'il a vraiment été catastrophique sur ces 4 matchs-là, ça aurait été problématique. Non, il n'a pas été très mauvais, il a été bon sur l'ensemble des matchs, mais il a fait certaines erreurs. Il a fait même des erreurs, même une erreur d'ailleurs qui t'a coûté un but. Vous allez me dire, mais quel but? Non, il n'y a pas eu de but. Ben, le but d'Aubameyang qui a été sifflé hors jeu. Alors il y avait hors jeu, il n'y avait pas hors jeu, chacun. Comment il va interpréter la chose? Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on voit comment, voilà, sur plusieurs mètres, il défend en reculant, il n'intervient pas, il laisse même Bouanga faire la passe sans problème pour Aubameyang qui va marquer juste derrière, c'est sûr et certain, les frères, que c'est le genre de choses qui peut être inquiétant. Comment on voit de temps en temps comment il a tendance à se faire prendre de vitesse, là aussi c'est très inquiétant, les frères. Tu peux que être inquiet, comment tu vois la facilité avec laquelle il se fait prendre de vitesse. Pareil pour sa qualité de relance, les frères. Sa qualité de relance, là aussi, quand il est un minimum pressé, c'est très difficile. Alors, des fois, autant il est capable de réussir certains dribbles, de vraiment faire face au pressing de manière complètement inattendue, mais des fois, dès qu'il y a un petit peu de pressing, il perd totalement ses moyens. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est mentalement, peut-être qu'il n'est pas prêt? Est-ce que, je sais pas c'est à cause de quoi, les gars. Et je vous dis la vérité, j'ai pas forcément envie de le savoir, je m'en fous complètement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que moi, personnellement, quand je vois la situation actuelle, je peux pas être rassuré. Je peux pas être rassuré, et je vous dis actuellement, qu'on le veuille ou non, c'est la faiblesse de cette équipe nationale. Et on l'a revu encore une fois à peine hier. À peine hier, les frères, ceux qui ont vu le derby de Casablanca, vous avez bien vu que le Wydad se prend un but à cause de Halkas, sur une situation vraiment incompréhensible d'ailleurs, où le ballon il est à gauche et lui il regarde à droite. Il se fait éliminer comme ça. Personne n'a compris comment. Et là, les gars, ce genre de choses à la canne, mais les frères, comment vous pouvez être rassurés? Comment vous pouvez me dire, ah non, mais tranquille, Halkas il va faire le taf? Mais jamais de la vie, les frères. Jamais de la vie. Après, voilà, encore une fois, c'est pas de sa faute. Lui, il est là au mauvais moment, j'ai envie de vous dire, dans une situation où il doit un petit peu compenser sur l'absence de Chadi Riyad, sur une période de transition où il doit passer après un joueur comme Saïs. C'est vrai que c'est pas forcément facile pour lui, et c'est pas facile pour plusieurs autres, mais c'est pas pour autant que, voilà, faut fermer les yeux sur ça, et qu'il faut se dire, ouais, non, c'est rien, on va faire avec. Moi, je vous dis, les gars, je pense qu'il y a encore le temps de trouver des alternatives. Il y a encore le temps, et peut-être ces alternatives ne marcheront pas, peut-être que ça fonctionnera pas et qu'on sera obligé de revenir à Halkas, mais ce qui est sûr et certain, les gars, aujourd'hui, c'est que t'es obligé de tenter autre chose. T'es obligé de au moins essayer autre chose, et moi je reviens avec ça. Mais moi je pense que l'alternative, la plus cohérente, en tout cas l'une des alternatives cohérentes, parce qu'il y en a plusieurs des alternatives cohérentes, en plus c'est le mois de mars, tout peut se passer, il y aura le temps pour d'autres joueurs de revenir de blessure, il y aura d'autres joueurs qui auront la possibilité justement de reprendre un petit peu de rythme, mais je vous dis, pour moi il y a plusieurs alternatives. Que ce soit avec El Azouzi, qui même si voilà c'est pas son poste de prédilection, mais en tout cas au JO il a fait une très bonne compétition en défense centrale. Pareil pour Boukamir, dans la même situation, même si lui, la défense centrale c'est son poste de prédilection, mais lui aussi a été très bon pendant les Jeux Olympiques. On peut parler d'un joueur comme Dari. Bon, même si je suis pas le plus grand fan de Dari, mais malgré tout, je pense que ça reste quand même meilleur que Halkas. C'est plus rassurant que Halkas. Il a plus d'expérience en équipe nationale que Halkas aussi, pour le coup. Et moi, franchement, s'il y a bien une chose, j'en ai déjà parlé, mais s'il y a bien un joueur que je pense qu'il serait intéressant de tester à ce poste de défenseur central, c'est Omar El Hiali de l'Espagnol Barcelone. Ce joueur, les gars, il est monstrueux. Ce joueur, il est exceptionnel. À chaque fois que je vois un match de lui, franchement, il m'impressionne à chaque fois, les gars. Je me demande encore comment c'est possible qu'il ne soit pas convoqué. Je me demande encore comment c'est possible qu'il n'a pas encore été testé en défense centrale avec cette équipe du Maroc. Alors vous allez me dire, c'est un latéral droit. C'est un latéral droit, mais il peut aussi jouer en défense centrale, les gars. Dites-vous, t'as quand même convoqué Massina, qui est dans la même condition, qui lui aussi a un latéral de formation, mais il peut jouer en défense centrale dans une défense à 3. Ben, c'est le cas aussi pour El Hiali.
Et pour moi, entre les deux, il n'y a aucun débat. Il y a même Manchester City qui le veut. Il y a Pep Guardiola qui le veut. C'est peut-être une rumeur, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais en tout cas, les gars, ce joueur est très bon. Ce joueur t'a fait un grand match, en tout cas un match correct, contre une équipe du FC Barcelone qui marche sur l'eau actuellement, contre un Rafinha qui est très bon depuis le début de la saison. Elie a été bon, a été solide. Contrairement à Abkar, justement, quelques semaines plus tôt, où il s'est fait clairement manger par Rafinha. Où ils ont joué carrément dans la même zone, plus ou moins. Pareil, justement, contre l'Atlético, contre le Real Madrid, à chaque fois, il arrive à être bon. Et d'ailleurs, contre l'Atlético et contre le Real, il a joué en défense centrale. Alors, dans une défense à 3, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, un joueur qui est capable de jouer et qui est capable de bien défendre contre l'Atlético et contre le Real Madrid, même si dans une défense à 3, je pense vraiment qu'il sera capable aussi de défendre et d'être bon contre quasiment n'importe quelle attaque en Afrique dans une défense à 2 ou une défense à 4, vous m'avez compris. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas forcément sa capacité à s'adapter au système, mais c'est son profil, c'est ses qualités, c'est son style de jeu. Et il a que des profils qui cochent toutes les cases pour être compatible avec le style actuel du jeu de l'équipe du Maroc. Il est rapide, très rapide. Donc il a cette capacité de couvrir les espaces dans son dos. Si le Maroc joue dans une défense très haute, contrairement à certains joueurs comme Halkes, qui manquent un petit peu de vitesse. Il a une très bonne qualité de relance, balle au pied. Dans les duels, il est très solide aussi. C'est pas le joueur le plus rugueux, c'est pas Romain Saïs, bien sûr. Mais dans les duels, il est très bon, quand même, malgré tout. Une bonne qualité d'anticipation. Bref, franchement, ce joueur, pour moi, je serais frustré si on le tente pas. Si avant la CAN, on ne tente pas ce joueur-là, ça serait vraiment dommage. Les gars, encore une fois, on parle de Guardiola. Guardiola veut ce joueur-là. Rumeur ou pas rumeur, je sais pas. Mais voilà, je vous dis, ça me surprendrait même pas. Ça me surprendrait même pas parce que là, on a affaire à un vrai bon joueur, les gars. On a affaire à un joueur qui, pour moi, vraiment, quand on voit à quel point il arrive à être très bon dans une équipe qui est mauvaise, ça veut tout dire, les frères. Ça veut tout dire. Très souvent, quand on voit ces matchs, il arrive à être au-dessus du lot. Même si cette équipe de l'Espagnol, elle arrive à se faire taper sur un score assez large, tu verras jamais elle te faire un match horrible, un match catastrophique où individuellement, sa performance individuelle, elle a été mauvaise. Alors bien sûr, ses performances, elles sautent pas forcément aux yeux comme il joue dans une équipe qui est un petit peu limitée. Mais comme je vous dis, pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui est à tenter, les gars. C'est vraiment à tenter parce que, même si encore une fois, je peux me tromper, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrive vraiment à trouver ce défenseur central qui se rapproche réellement du niveau d'Aguerd, je vous dis, tu seras inarrêtable. Tu seras inarrêtable. Si vraiment Regragui arrive à mettre en place cette équipe-là avec une bonne animation offensive, je vois pas comment tu peux arrêter cette équipe du Maroc. Et je vous le dis en toute objectivité, en toute humilité, les frères. Pour moi, vraiment, c'est le point le plus important. Bien sûr, il y a l'animation offensive à travailler sur l'aspect collectif, mais le poste qui manque, le poste où vraiment on pourrait faire mieux, c'est ce compatriote, ou en tout cas ce compère dans la défense centrale pour Aguerd. Donc à voir, les frères. J'ai hâte de voir justement ces prochains rassemblements, même si ça ne sera pas pour tout de suite. En attendant, bien sûr, qu'on aura l'occasion de suivre les joueurs marocains en club, avec, pour commencer, Brahim Diaz avec le Real Madrid, Hakimi avec le PSG, bref. On aura bien sûr l'occasion de suivre tout ça, parce que franchement, en Ligue des Champions notamment, il y aura des très bonnes choses aussi à voir et à suivre ensemble. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.